Un PDG millionnaire révèle à l'hôtel le jour du mariage qu'il est ruiné, mais la réaction de la mariée le laisse sans voix. Les collines ondulantes de Bordeaux s'étendaient à perte de vue, recouvertes de vignes centenaires qui baignaient dans la lumière dorée du soleil de fin d'après-midi. Un silence noble et feutré enveloppait les terres de la région, brisé seulement par le bruissement des feuilles et les pas réguliers de ceux qui travaillaient la terre. Au cœur de cet écrin, une propriété dominait l'horizon, le domaine de la Cour. Ancien vignoble réhabilité en siège social ultramoderne, il était à l'image de son propriétaire, une alliance maîtrisée de tradition et d'innovation. Antoine de la Cour, jeune trentenaire au regard pénétrant, incarnait à lui seul une génération d'entrepreneurs pour qui rien n'était impossible. D'une silhouette droite, toujours vêtu avec une élégance sobre, il inspirait le respect autant par son calme que par la précision chirurgicale avec laquelle il dirigeait son entreprise, de la Cour Innovation. Ce conglomérat technologique, né d'un simple projet universitaire, s'était tissé en moins d'une décennie parmi les fleurons européens de la technologie verte. Antoine n'avait hérité de rien. Il avait bâti son empire à force de génie, de travail acharné et d'une intuition redoutable pour les affaires. Les médias le surnommaient le PDG parfait. À chaque apparition publique, il captivait l'auditoire. Les actionnaires voyaient en lui un visionnaire, ses employés, un leader inspirant. Sa discrétion sur sa vie privée ne faisait qu'attiser davantage la fascination qu'il suscitait. Car au-delà de l'homme d'affaires se trouvait l'amoureux. Antoine de la Cour était fiancé à Élise Moreau, une avocate brillante, issue d'une lignée prestigieuse du droit français. Ensemble, ils formaient un couple de légende, à mi-chemin entre la modernité flamboyante et l'élégance intemporelle. Le mariage d'Antoine et Élise, prévu pour le week-end suivant au château de Chantilly, faisait la une de tous les magazines de société. La cérémonie promettait d'être le point d'orgue d'une histoire digne des contes modernes. Le génie autodidacte, unissant sa destinée à celle de la fille d'un des plus puissants banquiers d'Europe, Gérard Moreau. Les invitations avaient été distribuées avec parcimonie, les préparatifs orchestrés avec une précision militaire. Aucun détail n'avait été laissé au hasard. Antoine, pourtant, ne semblait pas touché par cette agitation. Le matin même, il se tenait sur la terrasse de son bureau panoramique, une tasse de café noir entre les mains, les yeux fixés sur les vignes. À ses côtés, son assistant personnel énumérait les derniers détails logistiques. Mais Antoine n'écoutait qu'à moitié. Ce moment, il le vivait en silence, absorbé par une introspection rare chez lui. Depuis plusieurs semaines, il se surprenait à douter, non pas de son amour pour Élise, mais de lui-même, de ce qu'il représentait. Il avait toujours fui les projecteurs intimes, préférant que l'on parle de ses idées plutôt que de ses émotions. Et pourtant, cette cérémonie allait exposer tout ce qu'il avait de plus cher. La presse ne cessait de spéculer. Quel costume porterait-il? Quelle robe Élise aurait-elle choisie? Quel parfum de champagne serait servi? Mais Antoine, dans le secret de ses pensées, ne pensait qu'à une chose. Serait-il à la hauteur? Non pas aux yeux du monde, mais aux yeux d'Élise, cette femme qui le connaissait mieux que personne, qui avait vu derrière le masque du perfectionnisme le jeune homme encore hanté par ses échecs d'enfance, ses blessures de solitude. Il descendit les escaliers menant au jardin, salua quelques employés avec sa courtoisie habituelle, puis prit la direction de son ancienne maison, une bâtisse plus modeste nichée derrière les vignes. C'est là qu'il aimait se retrouver pour réfléchir. Le lieu n'était plus utilisé depuis longtemps, mais il en gardait les clés, comme pour ne jamais oublier d'où il venait. L'intérieur avait gardé l'odeur du bois et du cuir vieilli. Il s'installa sur le vieux fauteuil de lecture, laissant son esprit vagabonder. C'était là qu'il avait passé ses premières nuits blanches, à dessiner les premiers schémas de ce qui deviendrait plus tard la de la Cour Innovation. Là qu'il avait connu ses premières victoires et ses premières défaites. Chaque meuble, chaque fissure du mur lui rappelait le chemin parcouru. Ce soir-là, un dîner intime devait réunir les deux familles avant le grand jour. Élise, toujours élégante sans effort, serait présente avec ses parents. Antoine avait prévu un discours simple, sincère, un hommage à leur parcours croisé. Mais en son fort intérieur, il savait que les apparences ne suffiraient plus. Il sentait poindre quelque chose, un tournant invisible, mais imminent. Comme si l'univers l'invitait à reconsidérer la nature même de son succès. Quand le soleil disparut derrière les collines, Antoine se leva et ferma les volets. Il inspira profondément. Il lui restait quelques heures avant de rejoindre les siens,
avant que la lumière artificielle des projecteurs ne vienne dissimuler, peut-être pour la dernière fois, les ombres qu'il portait en lui. Il avait tout pour être heureux. Et pourtant, une vérité enfouie commençait à remonter lentement à la surface, menaçant de tout bouleverser. Il sortit de la maison, traversa les rangées de vignes jusqu'à sa voiture. Le moteur ronronna dans la nuit tombante, tandis qu'il prenait la route vers le château familial des Moreau. La lune éclairait la route sinueuse, comme un phare lointain. Antoine ne le savait pas encore, mais cette nuit marquerait le début d'une transformation irréversible. Ce que le monde croyait être un conte parfait allait bientôt révéler ses fissures, et à l'aube, il ne serait plus le même homme. La nuit précédant le mariage, un silence pesant régnait sur le château de Chantilly. La bâtisse, habituellement source d'admiration et d'émerveillement, semblait ce soir-là porter un poids invisible, comme si ces pierres anciennes pressentaient les bouleversements à venir. Dans l'une des chambres situées dans l'aile ouest, Antoine Delacour, allongé sur un lit trop vaste pour lui seul, luttait contre le sommeil. Il avait fermé les yeux à plusieurs reprises, tenté de plonger dans l'inconscience, mais ses pensées tourbillonnaient, vives, impossibles à maîtriser. Chaque clignement d'œil ramenait l'image de chiffres en rouge, de graphiques en chute libre, de réunions tendues, de regards pleins de doutes. Depuis plusieurs semaines, un désastre silencieux s'était tissé dans l'ombre. Ce que le monde ignorait, ce qu'Élise elle-même ignorait, c'était que la Delacour Innovation, fleuron de la technologie durable, était en ruine. Antoine avait tenté jusqu'au bout de préserver l'illusion de la maîtrise, de la stabilité. Il avait investi massivement dans une fusion prometteuse avec une start-up berlinoise, séduisante sur le papier, catastrophique en pratique. Le partenariat avait tourné court. Les brevets tant convoités s'étaient révélés inexploitables et les investisseurs s'étaient retirés les uns après les autres, entraînant une réaction en chaîne. Les pertes s'étaient accumulées, les liquidités évaporées. En l'espace de 3 mois, ce qu'il avait mis 10 ans à construire s'était effondré comme un château de cartes. Mais Antoine, fidèle à sa réputation, avait tout dissimulé. Chaque jour, il se présentait impeccable, son regard toujours aussi vif, son discours maîtrisé comme s'il contrôlait encore le destin de son empire. Il avait menti aux journalistes, esquivé les questions des actionnaires, rassuré les employés. Même à Élise, il n'avait rien dit. Pas par manque de confiance, mais par honte. Il ne supportait pas l'idée de se montrer faible devant elle, cette femme qu'il admirait pour sa droiture, sa force et sa lucidité. Assis au bord du lit, il passa ses mains sur son visage. Il n'était pas homme à céder à la panique, mais ce soir, il se sentait plus vulnérable que jamais. Chaque battement de cœur lui rappelait que le temps s'écoulait, que dans quelques heures, il se tiendrait devant une centaine d'invités, qu'il prononcerait ses vœux. Comment le pourrait-il en sachant que l'image qu'ils avaient de lui était un mensonge? Comment pourrait-il bâtir une vie de couple sur un sol aussi friable? Il se leva et ouvrit la fenêtre. L'air de la nuit était frais, chargé de cette odeur humide propre aux grandes propriétés. Le jardin était désert, éclairé par des lanternes disposées avec soin. Tout était parfait, trop parfait. Antoine ressentit un frisson, non pas à cause du froid, mais de cette dissonance entre ce que l'on voyait et ce qu'il vivait. Il pensa à son père, ouvrier viticole mort trop tôt, et à la promesse qu'il s'était faite enfant. Ne jamais trahir ses origines, ne jamais mentir à ceux qu'il aimait. Cette promesse, il l'avait rompue sans même s'en rendre compte. Son téléphone vibra doucement sur la table de chevet. Un message d'Élise. « Je n'arrive pas à dormir non plus. Demain, tout change. Je t'aime. » Il resta figé devant l'écran. Une chaleur douce l'envahit, suivie immédiatement d'un pincement au cœur. Elle l'aimait, oui, mais l'aimait-elle pour ce qu'il était vraiment, ou pour l'image qu'il avait soigneusement construite? Et si elle découvrait tout, que resterait-il? Il imagina son regard blessé, sa voix tremblante de déception, l'écho de son silence. Il quitta la chambre, marchant pieds nus dans le couloir silencieux. Chaque tableau, chaque sculpture sur son passage lui rappelait la grandeur de la famille Moreau, le poids de leur nom. Il pénétra dans la salle de réception, encore vide, mais déjà ornée de bouquets somptueux, de rubans ivoires et de verres alignés avec une précision presque militaire. Au centre, l'hôtel improvisé où il échangerait ses vœux, demain, devant leur famille réunie. Il s'approcha, effleura le bois poli de la table, imagina sa voix résonnant dans la salle. « Je t'aime, Élise. » Ce serait facile à dire, mais pas complet. Il manquait quelque chose, la vérité. Il resta là,
longtemps, dans le silence. Puis retourna dans sa chambre, se glissa sous les draps sans trouver le réconfort du sommeil. Les heures passèrent, lentes. Il entendit le chant lointain des oiseaux annoncer l'aube. La lumière commença à filtrer à travers les rideaux. Un nouveau jour naissait, mais pour Antoine, ce jour serait celui d'un choix. Mentir une fois de plus, prétendre que tout allait bien, espérer que le mensonge tienne. Ou affronter le regard de celle qu'il aimait, risquer de la perdre, mais peut-être aussi enfin se libérer. Quand il se leva, ses gestes étaient mécaniques. Il s'habilla lentement, choisissant un costume sobre, sans fioritures. Dans le miroir, il vit un homme fatigué mais déterminé. Il n'était plus le PDG parfait. Il était un homme au bord du précipice, mais encore capable de choisir la vérité. Il prit une profonde inspiration, saisit son téléphone, puis sortit de la chambre. Le château commençait à s'éveiller. Les domestiques s'activaient, les premières voitures arrivaient. Tout allait commencer. Et Antoine, lui, savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Le château de Chantilly, vêtu de lumière et de faste, vibrait d'une solennité rare. Le matin du mariage d'Antoine Delacour et d'Élise Moreau s'était levé avec une majesté presque théâtrale. Le ciel sans nuages offrait un bleu limpide, les jardins symétriques s'étendaient comme une toile vivante, et les carrosses modernes, berlines noires aux vitres teintées, déposaient invités et dignitaires avec une ponctualité millimétrée. L'événement, annoncé depuis des mois, avait attiré l'élite française. Hommes d'affaires, politiciens, artistes, chacun arborait son plus beau costume, et le bruissement des conversations mêlait admiration, curiosité et attente. Mais sous ce vernis d'élégance, une tension discrète, presque imperceptible, traversait l'air comme un souffle d'orage lointain. Antoine, impeccablement vêtu, attendait à l'entrée de la grande salle de réception, encadrée par des colonnes de marbre et des fresques du XVIIIe siècle. Il souriait, serrait des mains, écoutait des félicitations. Mais derrière son calme étudié, son regard cherchait inconsciemment un visage en particulier, celui de Gérard Moreau. Le père d'Élise, figure imposante de la finance européenne, n'était pas encore apparu. Antoine n'avait jamais réussi à percer complètement l'opinion que Gérard avait de lui. Leur relation, bien que cordiale, avait toujours été teintée d'une froideur mesurée, comme si le banquier attendait encore une preuve ultime que le jeune entrepreneur méritait sa fille. Or, depuis la faillite cachée d'Antoine, cette tension s'était intensifiée dans l'esprit du futur marié. Il craignait que Gérard n'ait découvert quelque chose. Lorsque le patriarche Moreau fit enfin son entrée, l'attention générale se tourna vers lui. Grand, droit, vêtu d'un costume gris foncé parfaitement ajusté, il dégageait une autorité calme, presque monarchique. À son bras, son épouse Mathilde, toujours gracieuse, saluait poliment les convives. Gérard avançait d'un pas sûr, mais son regard, lui, semblait porter autre chose qu'un simple contentement familial. Il fixa Antoine un instant de trop, suffisamment pour que ce dernier le ressente comme une pointe de glace dans l'air ambiant. Il ne sourit pas. Il hocha simplement la tête, puis détourna les yeux vers les autres invités, comme si le futur marié n'était qu'un détail dans une mise en scène plus vaste. Ce fut à ce moment précis qu'Antoine aperçut un autre visage, surgissant d'un groupe d'invités près de la fontaine centrale, Mathieu Lenoir. Le cœur d'Antoine se contracta brièvement. Lenoir, ancien associé et cofondateur écarté de Delacour Innovation après un désaccord stratégique, était un fantôme du passé qu'il espérait ne jamais revoir, surtout en ce jour. Comment avait-il été invité? Par qui? Et pourquoi maintenant? Antoine observa discrètement la scène, cherchant une explication, et ce qu'il vit le glaça, Gérard, s'approchant de Lenoir, lui tendant la main avec un sourire bienveillant. Les deux hommes échangèrent quelques mots, puis rirent brièvement comme deux complices de longue date. Il y avait dans cette interaction une familiarité qui n'était pas de circonstance. Antoine détourna le regard, ses pensées s'emballant. Lenoir n'avait plus mis les pieds dans son entourage depuis plus d'1 an. Leur rupture avait été amère, presque publique, et s'était conclue par un accord juridique strict. Et pourtant, le voilà ici, accueilli avec chaleur par Gérard Moreau. Ce simple échange de regards, cette poignée de main, remettait en cause l'équilibre fragile qu'Antoine avait tenté de préserver. Et si Gérard était au courant de la situation financière, et si Lenoir, par vengeance ou opportunisme, avait vendu l'information, la cérémonie allait commencer. Les invités prenaient place dans la grande galerie du château,
réaménagée en chapelle temporaire. Des centaines de bougies diffusaient une lumière dorée, les musiciens accordaient leurs instruments et les serveurs distribuaient des programmes de cérémonie aux invités. Antoine prit place face à l'autel, accompagné de son témoin. Il tenta de concentrer son esprit, de repousser l'image de Gérard et le noir, mais le malaise restait ancré. Le cortège entra dans la salle. Les demoiselles d'honneur, les enfants portant les alliances, puis Élise radieuse dans sa robe ivoire, le regard droit, le sourire serein. Elle avançait au bras de son père, qui cette fois ne regardait pas Antoine, mais fixait droit devant lui, le visage fermé. Lorsqu'ils atteignirent l'autel, Gérard embrassa sa fille, puis se tourna lentement vers Antoine. Leurs yeux se croisèrent. Pas un mot, pas un sourire, juste ce regard, fixe, chargé de ce que les mots n'auraient jamais pu exprimer. Un regard qui disait « Je sais ». La cérémonie se déroula dans un silence presque irréel. Les mots du prêtre semblaient lointains, voilés. Antoine entendait, mais n'écoutait plus. Il observait les moindres mouvements de Gérard, captait les sourires de Lenoir au fond de la salle, essayait de comprendre. Le passé revenait en fragments. Les réunions houleuses avec Lenoir, les soupçons de manœuvres internes pour saboter certaines décisions, les signaux faibles qu'il avait ignorés. Et maintenant, cette coïncidence trop parfaite. Tout cela formait une toile dont il n'avait pas encore saisi le motif. Lorsque vint le moment des vœux, Antoine sentit ses mains trembler légèrement. Il jeta un coup d'œil à Élise, qui le fixait avec douceur, ignorant la tempête qui grondait en lui. Il ouvrit la bouche, prêt à réciter les mots préparés, mais une voix intérieure, plus forte que tout, lui cria que le temps du silence était terminé. Son regard revint vers Gérard, puis vers Lenoir. Tous deux le fixaient, l'un avec sévérité, l'autre avec un sourire ambigu. Il comprit alors qu'il se trouvait à la croisée des chemins. Mentir encore ou briser le masque. Ce regard de méfiance, si anodin pour les autres, avait ouvert en lui une faille irréversible. Le choix n'était plus une option. Le moment de vérité approchait, et Antoine savait au plus profond de lui que rien ne pourrait arrêter ce qui allait suivre. Le silence régnait dans la galerie transformée en sanctuaire. Les invités, rangés en deux files impeccables, retenaient leur souffle suspendu à ce moment précis où les promesses allaient être échangées. La lumière des vitraux baignait les lieux d'une douceur irréelle, et la musique s'était estompée, laissant place à une attente tendue, presque vibrante. Élise, droite dans sa robe fluide, les mains jointes devant elle, fixait Antoine avec un calme mystérieux. Il y avait dans ses yeux une confiance inébranlable, une sérénité qui contrastait avec l'agitation intérieure de son futur mari. Antoine, lui, se tenait figé. Les mots préparés, minutieusement rédigés avec l'aide de son assistant, reposaient dans la poche intérieure de son veston. Des phrases parfaitement calibrées, gorgées de poésie, d'émotions maîtrisées et d'élégance. Mais à présent, aucun de ces mots ne lui semblait juste. Le papier restait là, inutilisé, comme une promesse qu'il n'avait plus la force de tenir. Il inspira profondément, sentant la chaleur des regards converger vers lui. Le prêtre, après avoir invité les deux fiancés à partager leurs vœux, s'était légèrement reculé, laissant la scène à Antoine. Le silence s'épaissit encore. Chaque seconde s'étirait, appuyant sur les épaules d'Antoine un poids de plus en plus lourd. Il pouvait sentir le regard de Gérard, à la fois glaçant et impatient, posé sur lui comme une lame suspendue. Au fond de la salle, Mathieu Lenoir croisait les bras, une lueur d'ironie dans les yeux. Les invités, curieux, commencèrent à échanger de brefs regards, perplexes devant cette pause inattendue. Antoine porta une main à sa poitrine, non pour y chercher ses notes, mais pour apaiser le tumulte en lui. Son cœur battait à un rythme désordonné, comme s'il luttait pour contenir une vérité trop longtemps enfouie. Il leva enfin les yeux vers Élise. Elle ne bougea pas, ne cligna pas des paupières. Elle attendait, patiente, droite, digne. Il n'y avait ni peur ni jugement dans son expression, mais une étrange intensité, comme si elle savait. Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était le moment. Il ne pouvait plus reculer. « Je n'ai pas les mots que j'avais préparés, dit-il, sa voix légèrement enrouée par l'émotion. Un frémissement parcourut l'assemblée. Certains se redressèrent dans leurs sièges. D'autres échangèrent des regards encore plus inquiets. Antoine fit une pause, laissant son regard glisser sur les visages familiers, les proches, les amis, les partenaires d'affaires, tous venus assister à ce qui devait être une célébration du succès, de l'amour, de l'union parfaite.
Puis, il revint à Élise. « Je t'aime. Cela au moins, je le sais. Mais je ne peux pas commencer cette vie avec toi en portant un masque. Je ne peux pas continuer à prétendre, pas devant toi, pas devant ceux qui pensent savoir qui je suis. » Il ferma un instant les yeux. Puis, sans détour, il prononça les mots qui allaient déchirer le vernis du conte de fées. « J'ai tout perdu. La Delacour Innovation n'existe plus comme vous la connaissez. Elle est en ruine. J'ai investi dans une fusion qui a échoué. J'ai misé ce que nous avions de plus précieux sur des promesses qui n'ont pas tenu. Et aujourd'hui, je suis au bord de la faillite. » Un souffle parcourut la salle. Plusieurs invités poussèrent un léger cri de surprise. Des murmures commencèrent à fuser, timides d'abord, puis plus insistants. Des têtes se tournèrent, certaines incrédules, d'autres visiblement choquées. Antoine ne détourna pas le regard. Il était face à Élise, et pour la première fois depuis des mois, il se sentait vrai. Nu, vulnérable mais sincère. « Je n'ai pas eu le courage de te le dire avant. J'avais peur de te perdre, peur de perdre ce que ton amour représente. J'ai tenté de maintenir l'illusion, de sauver ce qui pouvait l'être. Mais chaque jour que je passais à te mentir me rongeait un peu plus. Je ne veux plus de ce fardeau. Pas avec toi, pas pour commencer une vie à deux. » Le prêtre, pétrifié, ne savait plus s'il devait intervenir. La salle, maintenant, bruissait comme une ruche en panique. On entendait des soupirs, des toux nerveuses, le froissement des tissus alors que certains se remuaient sur leurs bancs, mal à l'aise ou tout simplement stupéfaits. Antoine, pourtant, restait debout, droit, les yeux fixés sur la femme qu'il aimait. « Élise, continua-t-il d'une voix ferme, je n'ai plus d'entreprise, je n'ai plus de fortune, je n'ai plus que toi. Et je comprends si cela n'est plus suffisant. Je comprendrai si tu veux t'en aller. Mais je ne pouvais pas te dire oui en mentant. » Il y eut un long silence, une de ces pauses où le temps semble suspendu, où les battements de cœur deviennent les seuls bruits perceptibles. Tous les regards se tournèrent vers Élise, attendant sa réaction. Antoine, les poings serrés, attendait lui aussi, prêt à encaisser le choc, à accepter les conséquences. Il ne s'attendait à rien. Il n'espérait même plus. Élise ne dit rien. Elle resta immobile, le regard fixé sur lui. Son visage, parfaitement lisse, ne trahissait ni colère ni tristesse. Il n'y avait ni larmes ni sourcils froncés, juste cette fixité déroutante, cette intensité muette. On aurait dit une statue vivante, figée dans un moment d'éternité. Et c'est dans ce silence, dans cette attente insoutenable, que le véritable basculement allait commencer. Dans la grande salle du château de Chantilly, le silence était devenu une matière épaisse, presque tangible, comme si l'air lui-même avait suspendu sa circulation. Les murmures avaient cessé, étouffés par la solennité inattendue du moment. Antoine, encore debout, attendait. Son regard restait fixé sur Élise, dont le visage demeurait impassible, insondable. À cet instant précis, il n'y avait plus d'invité, plus de musique, plus de décor somptueux. Il n'y avait que lui, sa vérité nue, et elle, son avenir incertain. Elle ne dit rien. Elle ne bougea pas. Chaque seconde de son silence semblait une éternité pour Antoine, qui, malgré sa confession, se tenait droit, comme si l'absence de réponse valait déjà condamnation. Les convives, eux, retenèrent leur souffle, le cou tendu vers l'autel, captivés par cette femme qui semblait hors du temps. Même Gérard Moreau, d'ordinaire maître de ses réactions, avait tourné légèrement la tête vers sa fille, un froncement d'inquiétude altérant sa prestance habituelle. Tous attendaient. Tous voulaient en savoir ce qu'Élise allait faire. Elle cligna des yeux, une seule fois. Puis, lentement, elle abaissa ses bras, les laissa pendre le long de son corps. Son regard ne quittait pas celui d'Antoine. Ce n'était pas un regard dur, ni tendre. C'était un regard chargé d'une lucidité déconcertante, un regard de femme qui, en un instant, avait compris ce que des années de confiance n'avaient pas pu révéler. Elle avança d'un pas, sans précipitation. Un froissement de soie accompagna son mouvement. Sa robe effleurait le sol comme une brise calme. Puis elle s'arrêta. Un souffle parcourut la salle. Tous les yeux étaient fixés sur ses lèvres. Antoine, les mains légèrement tremblantes, ne prononça pas un mot. Il ne voulait pas la presser ni la forcer. Il voulait l'entendre s'il le méritait encore. Enfin, sa voix s'éleva. Calme, posée, presque froide au début, mais chaque mot portait un poids qui transperçait. « Tu m'as menti, dit-elle sans colère. Ce fut une déclaration simple, factuelle. Elle ne le questionna pas, elle ne demanda pas pourquoi ni comment.
Elle énonçait une réalité que personne ne pouvait nier. Elle inspira doucement, regardant ses mains un instant, puis releva les yeux. « Tu m'as menti et pourtant, je ne suis pas surprise. » Un frisson traversa Antoine. Il ne s'attendait pas à cela. Élise reprit plus doucement. « Je suis né dans un monde où les apparences ont toujours plus de poids que la vérité. J'ai vu des hommes mentir pour protéger leurs héritages. J'ai vu des femmes taire leurs douleurs pour préserver des alliances. Et toi, Antoine, tu as menti par peur, pas par intérêt, pas par ambition, par peur de me perdre. » Elle fit une pause, laissant les mots se déposer. Puis elle s'approcha d'un pas supplémentaire. Ils n'étaient nés plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. La tension palpable semblait vouloir se rompre à tout instant. « Tu m'as déçu, » dit-elle alors, plus doucement. « Mais tu m'as aussi prouvé aujourd'hui que tu étais capable d'un courage que beaucoup d'hommes que je connais ne possèdent pas. » Antoine la regardait, bouleversé. Il ne s'attendait pas à une clémence, encore moins à de la compréhension. Et pourtant, Élise semblait traverser ce moment avec une clarté intérieure qu'il n'avait jamais vue chez personne. Elle regarda autour d'eux, les invités muets, les regards figés, le prêtre pétrifié. Puis elle tourna de nouveau les yeux vers lui. « Est-ce que je suis blessé ? Oui. Est-ce que je suis humilié ? Non, parce que l'humiliation ne vient jamais de la vérité. Elle vient du mensonge. Et tu viens de me libérer de ce poids. » Elle tendit la main. Antoine hésita une fraction de seconde, puis la prit doucement, avec un respect mêlé de crainte. Elle serra ses doigts. Son regard avait changé. Il était plus chaud, plus profond. « Tu crois que je suis restée silencieuse parce que je te jugeais. Mais en réalité, j'étais en train de te regarder. Vraiment. Pas l'image que tu montres au monde. Pas l'entrepreneur, pas le PDG, pas l'homme que tout le monde admire. Je regardais l'homme que je m'apprêtais à épouser. » Un souffle nouveau traversa la salle. Des larmes discrètes apparurent sur quelques visages dans l'assemblée. Le prêtre, à demi ému, restait figé. Élise inspira profondément, et pour la première fois, elle sourit, mais d'un sourire triste et sincère. « Et tu sais ce que j'ai vu un homme brisé, mais debout. J'ai vu un homme perdu, mais assez lucide pour ne pas m'entraîner dans sa chute. Et c'est là que j'ai compris. » Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec détermination. « Que je ne t'aimais pas pour ta réussite, que je ne t'aimais pas pour ton prestige. Je t'aimais sans le savoir pour cette part de vérité que tu avais enfouie. Et c'est dans ta faillite, dans ta fragilité que je te vois enfin vraiment. » Un frisson traversa Antoine. Il voulut parler, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. « Tu n'as plus besoin de te justifier. Pas ici, pas devant eux. Ce mariage ne peut pas continuer comme prévu. Mais cela ne veut pas dire que notre histoire est terminée. » Elle se tourna vers le prêtre qui la fixait, interloqué. « Cette cérémonie s'arrête ici, » dit-elle calmement. « Ce n'est plus la célébration d'une union parfaite, mais peut-être que quelque chose de plus vrai peut commencer. » Elle regarda de nouveau Antoine. « Si tu veux encore de moi. » Antoine, incapable de parler, hocha lentement la tête, les larmes aux yeux. Dans ce silence inattendu, Élise venait de transformer l'effondrement d'un empire en la possibilité d'un amour authentique. Et cette salle, autrefois emplie de luxe et de faste, résonnait désormais de quelque chose de plus rare, la vérité. Le murmure qui avait repris après les paroles inattendues d'Élise était devenu un souffle constant, comme une rumeur grondante parcourant la salle. Les invités, toujours figés dans leur rangée d'honneur, échangèrent des regards confus, certains stupéfaits, d'autres touchés, mais tous témoins d'un moment qui avait dépassé de loin l'apparat initial. La cérémonie officielle n'avait pas été dissoute, pas encore, mais elle n'avait plus de sens. Ce n'était plus une union planifiée entre deux héritiers du pouvoir et de la réputation, mais une fracture intime, visible, vibrante. Le prêtre, perdu dans les événements, fit un pas discret en arrière, laissant place à un vide symbolique entre la foi institutionnelle et la vérité du cœur. Antoine tenait toujours la main d'Élise. Il ne parlait pas. Il n'y avait rien à ajouter à ce qu'elle avait dit. Il n'y avait qu'à accepter. Son regard cherchait dans le sien une confirmation silencieuse qu'il n'avait pas rêvé ses paroles. Et elle, d'une présence calme, ne le quittait pas des yeux. C'était un nouveau commencement, même si tout autour d'eux était chaos. Mais ce fragile équilibre fut brusquement rompu. Une voix s'éleva, profonde, autoritaire, taillée dans des années de pouvoir, celle de Gérard Moreau.
Il s'était avancé de quelques pas vers l'autel, tenant dans sa main un verre de cristal rempli de champagne. Les regards se tournèrent vers lui avec une appréhension instinctive. On connaissait la réputation de Gérard, homme de principe rigide, stratège intransigeant, toujours maître de lui. Et pourtant, à cet instant, quelque chose dans son visage semblait différent. Il ne souriait pas, il n'était pas ému, il n'était pas en colère, il était tranchant, froid, presque clinique. Il leva son verre légèrement en l'air, fixant d'abord Antoine, puis le cercle d'invités. « Un toast », dit-il d'une voix claire. « Puisqu'il semble que cette journée n'ira pas selon les plans initiaux, permettez-moi au moins d'offrir quelques mots à ceux qui, comme moi, se retrouvent pris au cœur d'un théâtre qu'ils n'ont pas choisi. » Un frisson parcourut l'assemblée. Antoine serra la main d'Élise. Gérard poursuivit, son ton neutre mais chargé d'une intention qui allait bien au-delà de la politesse. « Je l'ai dit, depuis le début, que ce mariage allait trop vite. Trop de flash, trop de promesses, trop peu de fondations. Et maintenant que le masque tombe, que découvrons-nous? Un homme, notre cher Antoine Delacour, qui admet à l'instant de son union qu'il a perdu tout ce qu'il représentait. Non seulement il a dissimulé sa faillite, mais il a aussi utilisé notre nom, notre réseau, notre influence, pour tenter de sauver ce qui ne pouvait plus l'être. Un cri de stupeur s'échappa d'une invitée au premier rang. Le reste de la salle resta figé. Gérard ne flanchait pas. « Je le savais », continua-t-il. « Je savais que ses affaires étaient en déclin, que ses bilans étaient trafiqués, que les investisseurs se retiraient. Je savais qu'il avait perdu le contrôle, et je me suis tu, pas par respect, non, par stratégie, parce que je voulais voir jusqu'où il irait, parce que je voulais que ma fille voie, de ses propres yeux, ce que j'ai toujours soupçonné. » Il se tourna lentement vers Élise, mais cette fois, ce n'était pas un regard de père aimant. C'était celui d'un homme qui avait tenté, à sa manière, de sauver sa lignée de ce qu'il considérait comme une chute. Son regard était plein d'un orgueil blessé. « Tu as toujours été brillante, Élise. Tu n'as jamais eu besoin d'un homme pour briller. Et pourtant, tu t'apprêtais à lier ton destin à celui d'un homme qui ne t'a pas dit la vérité, un homme qui a caché sa ruine, qui t'a menti. Et tu le défends? Tu déclares devant tout ce monde que tu l'aimes plus maintenant qu'hier, simplement parce qu'il est tombé? Quelle naïveté! » Un murmure choqué parcourut la foule. Certains détournèrent le regard, d'autres chuchotaient déjà, pesant chaque mot du banquier. Antoine, blême, restait immobile. Il ne s'attendait pas à cette attaque publique. Gérard, lui, savourait chaque syllabe. « Je ne suis pas un homme sentimental. Je n'ai jamais cru aux grandes déclarations, ni aux amours romantiques. Je crois aux faits, aux chiffres, à la stabilité. Et cet homme-là, ajouta-t-il en pointant Antoine de son verre, n'est ni stable, ni fiable, ni digne de toi. » Il but une gorgée lente, puis baissa le bras. Le silence s'installa. Gérard ne s'excusait pas. Il n'attendait pas d'applaudissements. Il avait dit ce qu'il estimait devoir dire. Et dans sa logique froide, il avait exposé Antoine non pas comme un menteur, mais comme un danger, une illusion brisée que sa fille refusait encore de voir. Mais Élise ne flancha pas. Elle se tourna lentement vers son père, avec une détermination froide qui surprit même les plus proches. Sa voix, quand elle s'éleva, était calme, mais inflexible. « Papa, je t'aime, mais tu n'as jamais compris que la force d'un homme ne se mesure pas à son portefeuille. Tu m'as appris à lire les contrats, à disséquer les bilans, à prévoir les risques. Mais tu as oublié de m'apprendre une chose, à reconnaître un cœur sincère. » Elle lâcha la main d'Antoine, fit un pas vers son père. « Ce que tu viens de faire n'est pas une protection. C'est une humiliation. Tu ne l'as pas fait pour moi, tu l'as fait pour toi, pour préserver ton image, pour ne pas perdre la main sur ma vie. Mais je ne suis plus une enfant, et je refuse que ton orgueil décide de mon avenir. » Un choc traversa la salle. Gérard, pour la première fois, sembla désarçonné. Il voulut répondre, mais Élise leva la main. « Tu voulais que je voie, et j'ai vu. Mais pas ce que tu espérais. J'ai vu un homme brisé qui m'aime assez pour se mettre à nu, et j'ai vu un père qui préfère le contrôle à la vérité. » Elle revint vers Antoine, reprit sa main. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je préfère tomber avec quelqu'un qui se relève que vivre protégé par des murs de verre. » Gérard, sans un mot, posa son verre sur un guéridon et quitta la salle, lentement, la tête haute, mais les épaules alourdies par une perte qu'il n'avait pas anticipée. Le silence qu'il laissa derrière lui fut plus éloquent que n'importe quel discours. Et dans ce vide soudain, une certitude s'installa. La vérité, même douloureuse, venait de l'emporter.
Le départ de Gérard Moreau se fit dans un silence épais. Les portes du château se refermèrent derrière lui avec une lenteur cérémonielle, presque théâtrale. Aucun applaudissement ne suivit, aucun murmure d'approbation ne s'éleva. Les invités, figés dans une suspension irréelle, semblaient attendre la suite comme on attend un dénouement après un acte tragique. Mais ce n'était pas une pièce de théâtre, c'était la vie de deux personnes qui venaient de dévier de sa trajectoire prévue. Et dans cette rupture, quelque chose de plus brut, de plus vrai tentait d'émerger. Antoine, debout aux côtés d'Élise, n'avait pas prononcé un mot depuis la sortie de Gérard. Ses pensées se pressaient en désordre, sans ordre logique, mais toutes tournaient autour d'une idée unique. Elle était restée. Elle avait choisi de le défendre, pas par obligation, ni par peur, mais parce qu'elle croyait en quelque chose au-delà du désastre. Et cette simple certitude suffisait à maintenir debout un homme que tout le reste avait déjà tenté d'abattre. Le prêtre, de nouveau en retrait, observait les deux jeunes gens avec une bienveillance mêlée d'incertitude. Devait-il reprendre la cérémonie? Fallait-il dissoudre la scène? Proposer une pause? Il hésita, mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, Élise leva légèrement la main. Sa voix, lorsqu'elle parla, n'était pas une interruption, c'était une proposition. Je voudrais dire quelque chose, pas seulement à toi, Antoine, à tous ceux qui sont ici. Le silence fut immédiat. Tous les visages se tournèrent vers elle. Cette femme qui, quelques minutes plus tôt, avait été une fiancée radieuse, puis une figure de dignité blessée, et qui désormais s'érigeait en actrice d'un renversement inattendu. Elle inspira, puis s'adressa aux invités. Je sais que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas ce que je viens de faire. Peut-être que certains me jugent, pensent que je fais une erreur. Mais je vous demande, ne serait-ce qu'un instant, d'écouter avec le cœur et non avec les chiffres. Elle regarda la foule avec une lucidité pénétrante. Nous vivons dans un monde qui valorise la réussite, la stabilité, l'image, et nous avons tous appris à cacher nos faiblesses, à maquiller nos échecs, à déguiser nos blessures. Mais aujourd'hui, l'homme que j'aime a choisi de se dénuder devant vous. Il a choisi la vérité, même au prix de son honneur. Et pour moi, c'est cela la véritable grandeur. Un murmure parcourut l'auditoire, non de contestation, mais de trouble. Elle continua. Je ne veux pas d'un mariage qui soit une vitrine. Je ne veux pas d'un homme que je ne reconnais plus sous ses costumes. Je veux un compagnon, pas un trophée. Je veux bâtir une vie avec quelqu'un qui tombe et qui se relève, qui doute mais qui avance, qui ne ment pas même quand la vérité fait peur. Elle se tourna vers Antoine et cette fois son regard était chargé de tendresse. Tu m'as blessé par ton silence, mais tu m'as honoré par ta confession. Tu aurais pu te taire, jouer le jeu jusqu'au bout. Mais tu ne l'as pas fait. Et c'est là que commence, pour moi, notre vraie histoire. Puis elle se retourna à nouveau vers l'assemblée. Cette cérémonie, telle qu'elle était prévue, n'a plus de sens. Ce décor, ces musiciens, ce faste, rien de cela n'est en accord avec ce que nous sommes devenus à l'instant où la vérité a été dite. Alors je propose autre chose. Un frisson parcourut les rangs. Les invités, d'abord figés, se penchèrent en avant, surpris. Élise prit une inspiration, puis formula son vœu. À ceux qui sont ici pour l'apparence, je ne vous retiens pas. À ceux qui sont venus par devoir, vous êtes libres de partir. Mais à ceux qui croient encore que l'amour peut naître dans la faille et grandir dans l'imperfection, je vous demande de rester. Je vous invite à assister à une autre cérémonie, plus simple, plus honnête, ici même, maintenant, sans code, sans tradition, sans protocole. Seulement deux personnes qui choisissent, malgré tout, de continuer. Ce fut comme un coup de tonnerre silencieux. Un homme, au fond de la salle, se leva. Il était l'un des anciens collaborateurs d'Antoine, un ingénieur que ce dernier avait soutenu au début de sa carrière. Il fit un pas vers l'avant, hocha la tête en direction d'Élise et resta debout. Puis, une autre personne se leva, une amie d'Élise, connue pour sa discrétion mais dont le regard trahissait l'émotion. Bientôt d'autres suivirent. Un couple âgé, des collègues, des membres de la famille, des proches véritables. Et sans un mot, sans un ordre, la salle se scinda en deux. Certains restèrent assis, les visages fermés. D'autres se levèrent, marchèrent lentement vers l'avant, pour entourer les deux protagonistes du jour. Les indécis hésitèrent, puis se levèrent à leur tour, par vagues successives. Gérard, à l'extérieur, regardait depuis une fenêtre discrète, incapable de détourner les yeux de ce qu'il percevait maintenant comme une défaite silencieuse.
Il voyait les lignes bouger, le monde qu'il avait tenté de contrôler lui échappait. Dans la salle, Antoine, submergé par l'émotion, baissa la tête un instant, puis la releva les yeux brillants. « Élise, si tu veux encore de moi, ici, maintenant, sans rien de ce que j'étais, alors je suis à toi, entièrement, pour tout recommencer, pour faire mieux, pour être vrai. » Elle hocha la tête, ne disant rien, mais dans ce geste, tout était dit. Ils se tinrent la main, au milieu de ceux qui avaient choisi de rester. Pas une cérémonie officielle, mais un engagement plus fort. Un serment silencieux, né non d'une promesse d'éternité, mais d'une volonté de vérité. Et dans ce cercle restreint, à l'abri des conventions, une nouvelle union naissait. Plus fragile peut-être, mais indéniablement plus sincère. Le château semblait avoir changé d'âme. L'espace autrefois figé dans une rigueur cérémoniale s'était mué en un lieu vivant, palpitant, vibrant d'une intensité que les dorures et les compositions florales n'avaient jamais pu générer. Les invités restés après le discours d'Élise ne parlaient pas fort. Il n'y avait ni rires excessifs ni effusions. Seulement une sorte de recueillement partagé, presque sacré, comme si chacun avait conscience d'avoir assisté à un moment où les masques étaient tombés pour laisser place à une vérité que personne n'avait osé espérer. La musique de fond avait été coupée, remplacée par le bruissement des pas, le craquement discret du parquet ancien sous les chaussures, et de temps à autre, le cliquetis d'un verre qu'on reposait sur une table. Les domestiques, confus mais professionnels, avaient cessé de suivre le protocole initial, s'adaptant au climat ambiant. Les plats n'étaient pas plus servis avec cérémonial, mais déposés avec retenue. Le service était devenu presque invisible, à l'image de la scène qui venait de bouleverser l'ordre établi. Antoine et Élise restaient au centre de ce nouvel équilibre, entourés des proches qui avaient choisi de rester. Ils ne parlaient pas beaucoup, se tenant souvent la main, échangeant des regards plutôt que des phrases. Une complicité nouvelle, bâtie sur les ruines de l'ancien monde, se consolidait dans ces silences partagés. Ils n'étaient plus le couple iconique attendu par la société. Ils étaient devenus deux êtres humains, exposés mais enfin libres de s'aimer sans condition. C'est alors qu'un léger tumulte se fit entendre près de l'entrée principale. Un groupe d'invités, parmi les plus influents, parmi ceux qui avaient reçu leur carton d'invitation, non pour leur lien affectif mais pour leur nom, leur fortune ou leur position, commença à se lever un à un. Il n'y eut ni fracas, ni protestation. Leur départ se fit dans une sorte de dignité froide, une protestation silencieuse, comme une désapprobation muette face à ce qu'ils considéraient désormais comme une mascarade. Le premier à sortir fut un ministre à la retraite, suivi d'un groupe de hauts dirigeants bancaires, puis une célèbre éditorialiste spécialisée dans les fusions et acquisitions. Tous, sans dire un mot, prirent la direction des voitures qui attendaient encore dans l'allée. Les murmures recommencèrent, mais cette fois ils étaient chargés de soulagement. Le départ de ceux qui avaient incarné l'attente, le jugement et la pression semblait enfin libérer l'espace. Comme si, en quittant la scène, ils laissaient place à quelque chose de plus léger, de plus humain. Élise les observa sans hostilité mais sans regret. Elle savait qu'ils n'avaient jamais vraiment été là pour elle. Antoine, de son côté, les regarda partir avec une étrange sérénité. Ce qu'il avait perdu en influence, il le regagnait en clarté. Il prit la main d'Élise, la tira doucement vers le centre de la salle et, d'un ton bas mais ferme, déclara « C'est ici que tout commence. Pas hier, pas demain. Maintenant. » Elle acquiesça. Puis, comme dans un murmure qui se transforme en évidence, un des musiciens qui était resté au fond de la salle, un vieil homme au violon, leva son instrument et commença à jouer. Ce n'était pas la pièce prévue dans le programme. Ce n'était pas une marche nuptiale, ni une composition célèbre. C'était un air ancien, simple, presque rustique, mais profondément émouvant. Un par un, les autres musiciens l'accompagnèrent, improvisant autour de cette mélodie sobre. Antoine et Élise échangèrent un regard, puis commencèrent à danser. Il n'y eut pas d'annonce, pas d'introduction. Ils dansaient, parce que cela leur semblait juste. Les invités encore présents formèrent un cercle naturel autour d'eux, respectueux, émus, touchés par cette scène d'une tendresse inattendue. Ce n'était pas la première danse d'un couple parfait. C'était la première danse d'un couple sincère, avec ses fêlures, ses doutes, mais aussi une force nouvelle. À l'extérieur, les voitures s'éloignaient une à une. Gérard, resté assis à l'arrière de sa berline, ne disait rien. Qu'il regardait les vitres du château s'éloigner,
Les lumières dansaient dans l'obscurité grandissante. Son visage, longtemps durci par les principes, montrait pour la première fois une forme d'usure. Il ne comprenait pas encore, mais une part de lui sentait qu'il avait perdu quelque chose d'irremplaçable. Il avait voulu préserver sa fille d'un effondrement, et dans sa tentative, il avait provoqué une séparation plus profonde que celle des fortunes. Pendant ce temps, dans la salle, le cercle s'était élargi. Des couples dansaient eux aussi avec pudeur. Les enfants couraient entre les colonnes. Les rires revenaient doucement. On improvisait une nouvelle réception, sans plan, sans obligation. Des plateaux de fromage passaient de main en main. On partageait des bouteilles ouvertes sans cérémonie. La soirée se transformait en veillée, et personne ne semblait regretter ce renversement de programme. Au coin d'une table, une ancienne collaboratrice d'Élise lui tendit une coupe de vin blanc, légèrement tremblante, et lui souffla. « Tu as fait ce que très peu d'entre nous auraient eu le courage de faire. Tu as choisi l'amour, pas le décor. » Élise, les yeux brillants, répondit simplement « J'ai choisi de croire que la vérité vaut plus que la perfection. » Antoine, l'entendant, serra sa main plus fort. Il savait qu'il aurait encore à affronter beaucoup de défis. La reconstruction ne serait ni simple ni rapide, mais ce soir il avait retrouvé l'essentiel, et cela aucun échec professionnel ne pouvait lui enlever. Et dans ce château chargé d'histoire, ce n'était plus l'ancien monde qui parlait. C'était l'écho d'un avenir possible, né dans l'imprévu, nourri par la sincérité, et scellé non par une alliance d'or, mais par la main chaude et réelle d'une femme qui avait décidé de rester. Le lendemain matin, le château de Chantilly était enveloppé d'un silence feutré. Les lourds rideaux laissaient filtrer une lumière douce et dorée, signe d'un jour nouveau. La veille, l'éclat des bougies et les improvisations sincères avaient offert une nuit d'une beauté inattendue. Rien ne s'était déroulé comme prévu, mais tout ce qui comptait s'était affirmé avec une authenticité bouleversante. Les équipes de service, épuisées mais respectueuses, avaient laissé les tables partiellement dressées, les verres encore à moitié pleins, les fleurs légèrement fanées, mais toujours élégantes. Dans une des chambres du premier étage, Antoine, assis au bord du lit, observait la lumière traverser les vitres. Ses yeux étaient cernés mais calmes. Il n'avait presque pas dormi, non à cause de l'angoisse, mais parce que quelque chose en lui semblait enfin à sa place. Élise dormait encore, paisible, les doigts enroulés autour d'un pan de drap. Son souffle régulier était la seule chose qu'il voulait entendre. Il ne bougeait pas, respectant ce calme qu'il sentait sacré. Dans sa tête, les souvenirs de la veille revenaient en vagues lentes. Les révélations, les ruptures, les gestes d'amour silencieux, et surtout ce moment où elle avait dit oui, pas au mariage prévu, mais à lui, tel qu'il était réellement. Il se leva avec précaution, enfila une chemise froissée et descendit lentement les marches du grand escalier central. Les couloirs étaient presque vides, hormis un ou deux membres du personnel qui nettoyaient les traces de la fête. Lorsqu'il arriva dans la salle de réception, il découvrit les restes de la soirée. Verres posés à la hâte, coussins déplacés, chandeliers éteints. Et au pied d'une table secondaire, partiellement masquée par une nappe tombée, il aperçut un objet, un paquet, rectangulaire, épais, enveloppé dans un papier brun simple, sans ruban, sans carte visible. Intrigué, Antoine se pencha, le ramassa. Il pesait lourd dans ses mains. Il le posa sur la table la plus proche et en déchira prudemment l'emballage. À l'intérieur, un dossier cartonné, sobre, sans titre apparent. Il l'ouvrit et tout bascula. Les premières pages étaient des impressions de courriel, puis des tableaux financiers, des échanges internes, des captures d'écran. Chaque document portait un en-tête qu'il connaissait trop bien, Delacour Innovation. En tournant les pages, Antoine sentit sa gorge se serrer. Ce qu'il avait entre les mains n'était pas simplement une compilation de documents. C'était une preuve détaillée, documentée, accablante. Il n'avait pas été victime d'un simple échec commercial. Il avait été saboté. Les noms apparaissaient, un à un. Des collaborateurs de l'ancienne équipe dirigeante, des décisions prises en son absence, des fonds détournés, des contrats signés sans son approbation, et surtout des échanges entre Mathieu Lenoir, l'ancien associé évincé, et un tiers identifié seulement par ses initiales, G.M. Chaque page était une claque. Chaque révélation démolissait un peu plus la version qu'il avait acceptée, celle d'un dirigeant malchanceux ayant pris un mauvais pari. Ce n'était pas un accident, c'était une opération calculée. Il ferma le dossier
les mains moites, les tempes battantes. Qui avait laissé cela? Pourquoi maintenant? Et pourquoi ici? Il chercha un indice dans l'emballage mais ne trouva rien. Pas de mots, pas de signature. Juste ce dossier, oublié ou placé intentionnellement au milieu des cadeaux, entre une boîte de vin millésimée et un coffret de stylos. Un frisson le parcourut. Quelqu'un avait voulu qu'il sache. Il remonta à sa chambre plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Élise était réveillée, assise en tailleur sur le lit, les cheveux défaits, une tasse de thé à la main. Lorsqu'il entra, elle leva les yeux, lut immédiatement sur son visage que quelque chose avait changé. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne répondit pas tout de suite. Il posa le dossier sur le lit devant elle. Elle observa la couverture, puis son regard inquiet. Elle l'ouvrit. Antoine s'assit à côté, laissa le silence parler pour lui. Les minutes passèrent alors qu'elle tournait les pages. Son visage restait calme, mais ses doigts tremblaient légèrement. À la dernière page, elle referma doucement le dossier, puis le fixa. « Tu penses que c'est lui ?» demanda-t-elle, d'une voix basse. Il n'eut pas besoin de demander de qui elle parlait. Le nom était suspendu entre eux. « GM, ce sont ses initiales, » répondit-il. « Et le noir. Il était là, à la cérémonie. Tu as vu comment ils se parlaient ?» Elle acquiesça. Aucun des deux n'avait envie de sauter aux conclusions trop vite. Mais tout dans ce dossier, dans sa précision, dans sa structure, criait une chose. Quelqu'un très proche de lui avait voulu sa chute. Et ce quelqu'un avait eu les moyens de l'orchestrer. « Il faut vérifier, dit-elle enfin. Il faut aller au bout. » Antoine la regarda. Elle n'était pas en colère, pas effrayée. Elle était résolue. Une part d'elle savait déjà que la réponse qu'ils allaient trouver ne serait pas agréable. Mais elle savait aussi qu'ils n'avaient plus le luxe de l'ignorance. « Je ne peux pas reconstruire sur un champ de ruines, » souffla-t-il. « Je dois comprendre ce qui s'est passé. »« On va comprendre, » répondit-elle. « Ensemble. » Elle posa sa main sur la sienne. Il ferma les yeux un instant. Tout allait changer encore. Mais cette fois, il n'était plus seul face au gouffre. Et dans ses doigts, dans le poids du dossier, dans le silence tendu de cette matinée, il tenait enfin le fil qui allait le conduire à la vérité. Le dossier restait posé sur la table basse du salon privé qu'ils avaient investi dans l'une des dépendances du domaine, à l'écart du tumulte encore latent du château principal. Antoine et Élise s'étaient isolés là, à l'abri des regards, pour analyser chaque page, chaque nom, chaque échange contenu dans les documents. Les rideaux étaient tirés, la lumière tamisée, et le silence pesait entre eux, entrecoupé seulement par le bruit des pages tournées et les soupirs chargés de colère contenus. Tout, absolument tout, dans ce dossier pointait vers une vérité bien plus complexe que l'échec d'un projet industriel. Il s'agissait d'une trahison organisée, systémique, et derrière cette structure, les noms apparaissaient avec une insistance douloureuse. Mathieu Lenoir, l'ancien associé, figurait en tête de liste, bien sûr. Antoine se souvenait encore de leurs débuts, de leurs nuits blanches à concevoir des prototypes, de leur rêve commun de changer le monde par la technologie durable. Mais cette alliance avait basculé le jour où Lenoir, avide de reconnaissance plus rapide, avait proposé une expansion agressive qu'Antoine avait refusée. Lenoir l'avait alors accusé d'être frileux, de freiner leur croissance. Ce désaccord avait mené à une scission violente. Lenoir avait quitté la société, indemnisé dans un silence contractuel, mais non sans rancune. Or, dans les documents, des emails entre Lenoir et un mystérieux investisseur codé GM faisaient surface. Et plus inquiétant encore, les termes utilisés, les détails financiers évoqués, les délais mentionnés, tout laissait entendre une collusion plus vaste, avec quelqu'un ayant non seulement les moyens, mais aussi l'intérêt stratégique de voir la Delacour Innovation tomber. Élise avait croisé les bras, fixant un tableau ancien accroché au mur, son visage figé dans une concentration douloureuse. « Il faut qu'on parle à Lenoir, » dit-elle soudain, brisant le silence, directement. « Il ne m'adressera pas la parole, il me méprise. Alors il me parlera à moi. » Antoine la regarda. Elle n'avait pas dit cela avec bravade, mais avec une froide détermination. Il savait que lorsqu'elle prenait cette voie, il n'y avait pas de débat. Ils décidèrent de ne pas perdre de temps. Grâce à une ancienne base de contacts qu'Antoine possédait encore, ils retrouvèrent une adresse professionnelle liée à une nouvelle société fondée par Lenoir, à la périphérie de Paris. Un incubateur discret, financé par un fonds dont les origines les intriguèrent encore plus.
En fouillant davantage, Antoine reconnut certaines structures financières ayant des liens indirects avec les entités dirigées autrefois et encore en partie par Gérard Moreau. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Le soir même, ils prirent la route. Le trajet se fit en silence, Élise conduisant avec une précision froide, Antoine relisant encore une fois les documents. Lorsqu'ils arrivèrent devant le bâtiment, une structure moderne de verre et de béton, il faisait déjà nuit. Ils n'avaient pas pris de rendez-vous. Ils ne voulaient pas laisser à Lenoir le temps de se préparer. Ils savaient qu'une confrontation spontanée serait leur meilleure chance d'obtenir une réaction sincère. Ils entrèrent dans le hall d'accueil, se présentèrent comme des visiteurs personnels. Le nom de Delacour provoqua une tension immédiate chez la réceptionniste. Après quelques minutes d'attente, on les fit monter à l'étage. Le bureau de Lenoir était large, impersonnel, froidement décoré. Il se leva à leur arrivée, manifestement surpris de voir Élise, moins par courtoisie que par calcul. « Antoine ?» murmura-t-il en esquissant un sourire sec. « Et Madame Moreau, voilà une visite à laquelle je ne m'attendais pas. Tu nous attendais peut-être moins que nous n'attendions ce dossier, » lança Antoine en posant les documents sur la table. Lenoir pâlit légèrement, mais se reprit vite. Il les feuilleta sans grande attention, puis haussa les épaules. Des documents volés, des interprétations, des accusations sans fondement. Ne nous prends pas pour des idiots, coupa Élise. Tu sais ce qu'il y a là. Et tu sais ce que cela prouve. Lenoir se rassit lentement, son regard glissant de l'un à l'autre. Puis, après un long silence, il sourit. Mais ce sourire était un masque. Vous croyez que c'est moi le maître d'orchestre? Je ne suis qu'un pion, un exécutant. Tout ça, c'est bien plus gros que moi. Antoine sentit une sueur froide lui glisser dans le dos. Alors qui? Demanda-t-il. Lenoir hésita, puis baissant la voix, il dit « Vous le savez déjà, vous refusez juste d'y croire. Mais moi, je n'avais pas le choix. On m'a offert une porte de sortie, une revanche. Et j'ai saisi l'opportunité. »« Gérard, » murmura Élise, glacée. Lenoir acquiesça lentement. Il ne voulait pas te voir détruire son héritage. Il pensait que tu n'étais pas assez solide. Il a vu ta résistance comme un signe de faiblesse, pas de prudence. Il m'a soutenu pour reprendre ce que tu refusais de faire croître. Il voulait te faire tomber, pour te forcer à plier ou à disparaître. Il n'a jamais cru que tu serais capable de te relever. Antoine recula d'un pas. Il n'y avait plus de doute. Ils quittèrent le bureau sans un mot de plus. Le trajet du retour fut pesant. Élise, les mains crispées sur le volant, ne disait rien. Antoine regardait droit devant lui, le visage fermé. Ce qu'ils avaient entre les mains n'était plus une affaire personnelle. C'était une guerre silencieuse. Une guerre où le champ de bataille n'était pas fait de ruines, mais de relations brisées, de trahisons familiales et de vérités qu'on avait trop longtemps refusé de voir. Le jour était déjà bien entamé lorsqu'Élise sortit du bureau d'Antoine, les documents encore chauds entre ses doigts, l'esprit en feu. Les révélations de Mathieu Lenoir l'avaient frappé comme un coup direct à la poitrine. Mais ce n'était pas la surprise qui l'agitait désormais, c'était la certitude. La certitude que son père, Gérard Moreau, n'avait pas simplement commis une erreur de jugement, ni une faute mineure de patriarche possessif. Il avait orchestré, financé et dissimulé une trahison méthodique. Non pas pour son bien, comme il l'avait prétendu tant de fois, mais pour préserver une vision d'ordre et de pouvoir qu'il refusait de voir remise en question. Et maintenant, c'était elle qui devait décider si l'amour qu'elle portait à Antoine pouvait survivre à l'ombre de cette manipulation. Elle prit le chemin du domicile familial sans prévenir, comme portée par une impulsion irréversible. Les rues de Paris défilaient sous ses pas comme une suite d'épreuves anciennes, chacune liée à une époque où elle croyait encore que la justice et l'affection pouvaient cohabiter dans une même figure paternelle. Quand elle franchit la grille de l'hôtel particulier des Moreau, le majordome, surpris, tenta de lui adresser quelques mots de courtoisie, mais elle le dépassa sans un mot. Ses talons claquaient contre le marbre du hall comme une déclaration d'intention. Gérard se trouvait dans son bureau, entouré de livres reliés en cuir, de tableaux silencieux et de trophées d'une vie passée à ériger des empires. Lorsqu'il leva les yeux et vit sa fille, il comprit immédiatement que le moment qu'il avait tant redouté était arrivé. « Élise, je t'en prie, écoute-moi avant d'eux. »« Non, père, c'est toi qui vas m'écouter. » Sa voix était tranchante, glaciale mais maîtrisée. Elle ne criait pas. Elle n'était ni une enfant blessée, ni une héritière offensée.
Elle était une femme qui portait en elle la responsabilité de rétablir un équilibre rompu. Elle posa le dossier sur le bureau de son père. Il ne l'ouvrit pas immédiatement. Il le fixa, comme s'il reconnaissait déjà ce qu'il contenait. Un aveu muet. Ce sont des copies de courriels, des mouvements de fonds, des accords de conseil dissimulés. Entre toi et Mathieu Lenoir, tu as participé à la chute de la société d'Antoine. Tu as alimenté la stratégie de sa perte. Tu savais ce que tu faisais. Et tu l'as fait quand même. Gérard se leva, fit un pas vers elle, puis s'arrêta, comme retenu par le poids de ses propres gestes. Tu ne comprends pas ce que j'ai vu, ce que j'ai dû protéger. Tu n'as protégé que toi-même, dit-elle d'un ton calme mais définitif. Tu m'as utilisé comme justification pour une guerre économique que tu voulais gagner. Tu as vu en Antoine un risque pour ton nom, pour ton image, et tu as décidé qu'il valait mieux le briser. Il tenta de répondre, mais les mots restaient coincés. Elle le regarda avec une intensité qu'il n'avait jamais supportée. Il avait toujours su imposer ses décisions sans jamais les expliquer, mais cette fois, il n'était plus le maître du jeu. J'ai tout lu, j'ai tout compris. Et tu sais ce qui me choque le plus? Ce n'est pas la trahison financière, c'est le mépris. Le mépris pour mon choix, pour mon amour, pour ma vie. Tu n'as jamais cru que je pouvais savoir ce qui est bon pour moi. Gérard baissa la tête. Ses épaules, autrefois si droites, semblaient plus lourdes que jamais. Je l'ai fait pour te garder, dans un monde stable, un monde que je contrôle. Justement, père, c'est ce monde que je refuse, c'est ce monde que je quitte. Elle sortit une clé de sa poche et la posa sur le bureau. Voici la clé du bureau que tu m'avais offert. Je ne travaillerai plus avec toi. Je n'utiliserai plus ton réseau, ni ton nom, ni tes ressources. À partir d'aujourd'hui, je reconstruis aux côtés d'Antoine, non pas pour l'aider, mais pour bâtir quelque chose ensemble, quelque chose d'éthique, de vrai. Gérard releva enfin les yeux. Pour la première fois depuis qu'elle était enfant, elle vit en lui une forme de peur, pas la peur de perdre une affaire, mais celle de perdre quelqu'un qu'il aimait. « Élise, je suis désolé, je ne peux pas te demander pardon, mais je te demande de ne pas m'oublier. » Elle le fixa longuement. Elle n'était pas sans cœur, elle aimait son père malgré tout. Mais aimer n'était pas accepter, aimer n'était pas se taire. Je ne t'oublierai pas, mais je ne peux plus te suivre. Elle tourna les talons. Elle ne pleura pas. Elle ne se retourna pas. Et dans le silence pesant qu'elle laissa derrière elle, Gérard comprit qu'il venait de perdre plus qu'un affrontement stratégique. Il avait perdu la seule personne capable de lui faire comprendre que l'héritage véritable ne réside pas dans les chiffres, mais dans les gestes qu'on pose pour ceux qu'on aime sans condition. En quittant l'immeuble, Élise sentit l'air froid de Paris lui fouetter le visage. Elle inspira profondément. Le monde venait de changer, et elle marchait désormais sur un chemin qu'elle traçait elle-même, avec la vérité comme seul guide. Les jours qui suivirent furent empreints d'une intensité fébrile, où chaque heure semblait peser plus que la précédente. Antoine et Élise, désormais affranchis du poids des masques, se mirent à l'œuvre avec une détermination rare, comme si le chaos qu'ils venaient de traverser avait purifié leurs regards et réveillé en eux une vision que la réussite passée avait peu à peu brouillée. Il ne s'agissait plus de sauver un empire, ni de restaurer une image publique. Il s'agissait de créer à nouveau, de reconstruire, non pas à partir des cendres d'une entreprise déchue, mais depuis les fondations de leur intégrité retrouvée. Le premier geste fort d'Antoine fut d'annoncer publiquement sa sortie définitive de la Delacour Innovation. Non pas par fuite, mais pour couper le lien symbolique avec l'ancien monde, celui qu'il avait bâti dans l'ombre d'ambitions qu'il ne reconnaissait plus comme les siennes. Il publia un communiqué dans les principaux journaux économiques et sur les réseaux professionnels, où il assumait pleinement ses erreurs stratégiques, révélait les manipulations internes et saluait ceux qui l'avaient soutenu malgré tout. Le message était clair, humble, sans détour. Il ne cherchait plus à séduire les investisseurs, il cherchait à parler vrai. Élise, de son côté, prit un congé de son cabinet d'avocat. Ce choix, radical pour quelqu'un aussi passionné par son métier, n'étonna que ceux qui ne comprenaient pas encore l'ampleur du basculement intérieur qu'elle avait vécu. Elle ne quittait pas le droit. Elle quittait le cadre rigide d'un système où ses talents servaient trop souvent à protéger ceux qui avaient appris à contourner les règles. Désormais, elle voulait s'impliquer dans la structure d'une entreprise qui mettrait l'éthique au cœur de l'innovation. C'est ainsi que naquit le projet commun. Une société indépendante à taille humaine,
dédié à la recherche et au développement de solutions durables accessibles, aussi bien sur le plan technologique que social. Ils la baptisèrent « Nouveau chapitre ». Le nom semblait naïf pour certains, mais pour eux, il portait une promesse profonde. Chaque produit, chaque initiative, chaque décision serait prise à la lumière de leur nouvelle philosophie. Transparence, responsabilité, impact positif. Les premières semaines furent rudes. Aucun investisseur institutionnel ne voulait s'associer à un projet porté par un ancien PDG tombé en disgrâce et par une avocate ayant défié publiquement son propre père. Mais ils n'attendaient pas les grands capitaux. Ils commencèrent avec leurs économies personnelles, quelques dons privés et surtout avec l'aide précieuse d'anciens collaborateurs de confiance. Charles, l'assistant d'Antoine, fut le premier à rejoindre l'aventure. Puis vinrent Camille, ingénieur en énergie renouvelable, et Safia, spécialiste en logistique circulaire. Tous partageaient un besoin de sens, une envie de construire autrement. Ils louèrent un petit espace dans le 10e arrondissement, un ancien atelier reconverti, où les murs encore bruts et les poutres apparentes devenaient le décor d'un nouveau rêve. Le mobilier était de récupération, les ordinateurs prêtés, les fournitures limitées. Mais l'énergie était palpable. Chaque matin, les réunions se faisaient autour d'un café partagé, sans hiérarchie, avec une liberté de ton qui tranchait radicalement avec les structures rigides du passé. Antoine, libéré de la pression de devoir tout diriger seul, redécouvrait le plaisir de collaborer. Il n'était plus le patron adulé, il était un partenaire, un bâtisseur parmi d'autres. Élise, elle, s'impliquait dans les aspects juridiques, mais aussi dans la stratégie à long terme, dans la communication, dans le choix des partenaires. Son sens de la justice guidait les orientations de la structure avec une précision presque instinctive. Ensemble, ils formaient un tandem redoutable, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient profondément alignés. Leur premier prototype, un dispositif domestique de filtration d'eau à faible consommation énergétique, fut finalisé en moins de 2 mois. Il combinait des matériaux biodégradables, une fabrication locale et un coût accessible aux foyers modestes. La première commande fut passée par une association œuvrant dans les quartiers populaires, puis d'autres suivirent, portés par le bouche à oreille. Les grandes entreprises, d'abord sceptiques, commencèrent à tendre l'oreille. Le nom Nouveau Chapitre se répandit doucement dans les cercles spécialisés, non comme une révolution spectaculaire, mais comme une alternative crédible. La presse, curieuse, revint à eux. Mais cette fois, Antoine et Élise contrôlèrent le récit. Pas de photos tapageuses, pas de récits embellissants, seulement des faits, des preuves, des témoignages de collaborateurs et de clients. Leur histoire devenait un cas d'école, celui d'une chute transformée en élévation, non par miracle, mais par choix. Un jour, alors qu'ils prenaient une pause sur la terrasse improvisée du bureau, Élise observa Antoine en silence. Il bricolait un support pour les plantes grimpantes qu'ils avaient installées le long du mur, mains pleines de terre, chemise roulée au coude. « Tu es heureux ?» demanda-t-elle simplement. Il leva les yeux, la fixa un instant, puis répondit sans détour. « Je suis vrai. Et ça, c'est mieux. » Elle sourit. Elle comprenait. Elle ressentait la même chose. Ce qu'ils construisaient ensemble n'était pas invincible, mais c'était sincère. Et cette sincérité durement acquise valait plus que tous les trophées passés. Dans l'atelier, les machines bourdonnaient, les voix résonnaient, les idées circulaient. La reconstruction avait commencé. Et cette fois, elle ne reposait plus sur des fondations de verre, mais sur une vérité que rien ni personne ne pourrait à nouveau ébranler. 1 an plus tard, le château de Chantilly, désormais silencieux témoin d'un passé bouleversé et d'un avenir renouvelé, ouvrit à nouveau ses portes pour un événement d'une nature toute différente. Ce n'était plus une célébration fastueuse, orchestrée par des agences de prestige, ni marquée par le bruit des flashs ni la superficialité des apparences. Ce jour-là, ce lieu chargé d'histoire accueillait une cérémonie intimiste, presque confidentielle, réunissant les visages qui avaient traversé la tempête, ceux qui étaient restés lorsque tout semblait perdu, ceux pour qui la vérité importait plus que le décorum. Antoine et Élise s'étaient éveillés à l'aube, non pas avec l'angoisse des jours passés, mais avec une paix douce et lucide. Ils n'avaient pas voulu recréer ce qui avait été brisé. Ils n'avaient pas cherché à effacer les marques de leur histoire. Ils avaient choisi d'assumer leur chemin dans toutes ses cicatrices et ses beautés. Et pour leur premier anniversaire de mariage,
Ils avaient décidé de revenir là où tout avait basculé, non pour rejouer une scène, mais pour écrire une conclusion, ou plutôt un épilogue sincère. Ils arrivèrent tôt, avant même leurs invités. Les couloirs du château, qu'ils connaissaient désormais par cœur, semblaient résonner d'une mémoire discrète. Les mêmes murs, autrefois témoins de regards chargés de jugement, accueillaient à présent des pas légers, des gestes apaisés. Aucun orchestre n'accompagnait leur avancée. Seuls les oiseaux et le murmure du vent dans les arbres composaient la bande-son de cette journée. Dans la grande salle vidée de son mobilier d'apparat, Élise et Antoine avaient disposé eux-mêmes quelques bancs de bois, un tapis ancien, et au centre, une simple table en noyer sur laquelle reposait une feuille vierge. Le symbolisme était volontaire, aucune alliance à échanger, aucun vœu à renouveler sous la contrainte. Juste une page blanche à remplir ensemble, en silence ou en mots, selon l'élan du cœur. Les invités arrivèrent un à un, souvent par deux, parfois seuls, et prenaient place sans chuchoter, comme si chacun comprenait instinctivement que ce moment ne nécessitait ni explication, ni commentaire. On y retrouvait Charles, fidèle soutien, désormais directeur opérationnel de nouveaux chapitres. Camille, Safia et tous les autres membres de l'équipe, devenus amis, piliers de cette reconstruction. Quelques anciens de Delacour Innovation qui avaient choisi de croire à une renaissance au lieu d'un effondrement. Et parmi eux, contre toute attente, un homme discret, vêtu simplement, Gérard Moreau. Il n'était pas annoncé, et pourtant, sa présence ne provoqua ni malaise ni réaction vive. Le temps, les actes et les silences qu'il avait su respecter depuis un an avaient pensé, sinon les blessures, du moins les crispations. Il s'assit au dernier rang, sans geste d'autorité. Juste un regard droit, que croisa celui d'Élise, et qu'elle soutint avec une gravité paisible. Lorsque tous furent présents, Antoine se leva. Il n'avait pas préparé de discours, mais dans son regard, il n'y avait plus de peur, ni de façade. Il s'adressa à eux sans élever la voix. « Il y a un an, ici même, j'ai perdu tout ce que je pensais être. J'ai avoué un échec. Et dans ce moment de vérité, j'ai cru que tout allait s'effondrer. Mais ce jour-là, au lieu de me fuir, Élise m'a tendu la main. Non pour me sauver, mais pour marcher avec moi. Il fit une pause, regarda celle qui, à ses côtés, restait droite, lumineuse dans sa simplicité. Ce que nous avons construit depuis n'a rien de spectaculaire. Nous avons échoué, recommencé, douté. Mais jamais nous n'avons menti. Et cela pour moi vaut plus que toutes les fortunes que j'ai pu posséder. Car aujourd'hui, je peux dire ceci sans trembler. Perdre tout m'a permis de gagner ce qui compte vraiment. Il tourna les yeux vers les invités. Ce n'est pas un mariage que nous célébrons aujourd'hui. C'est un engagement renouvelé envers la vie que nous avons choisie. Une vie où chaque jour est une décision. Où l'amour ne se mesure pas à la réussite, mais à la constance des gestes, à la clarté des intentions. Élise le rejoignit. Elle ne lut rien. Elle posa simplement sa main sur la sienne et ajouta « Nous sommes là pour dire merci. À ceux qui sont restés, à ceux qui ont cru, à ceux qui ont fait le choix de la loyauté quand le reste du monde optait pour le silence. Et surtout, à ceux qui, comme nous, savent que la chute n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de plus vrai. » Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel applaudissement. Puis, lentement, les invités se levèrent, un à un, et vinrent signer la feuille posée sur la table. Pas comme des témoins d'un contrat, mais comme des compagnons de route. Chacun laissait un mot, une initiale, une pensée. Une manière de dire « Je suis là, je crois en vous ». Gérard fut le dernier à s'avancer. Il signa simplement « Père ». Puis, levant les yeux vers Élise, murmura « Merci de m'avoir laissé une place, malgré tout ». Elle hocha la tête. Rien d'autre n'était nécessaire. La journée se termina dans les jardins, autour d'un repas partagé, simple, chaleureux. Pas de champagne excessif, pas de tenues extravagantes. Seulement des sourires sincères, des souvenirs évoqués sans douleur et des projets esquissés sans peur. Lorsque le soleil déclina, Antoine et Élise s'assirent sous un vieux chêne, observant les ombres s'allonger sur l'herbe. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. Il tourna la tête vers elle, puis vers le ciel avant de répondre « Rien. Parce que c'est en perdant ce que je croyais essentiel que j'ai trouvé ce qui l'est vraiment. Et dans cette lumière dorée, parmi ceux qui savaient, ils scellèrent silencieusement l'essence de leurs promesses.
être deux, contre vent et marée, pour toujours dans le vrai.